Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va attaquer sur l'histoire de peut-être la plus grande trouvaille de l'histoire de l'archéologie, où en novembre 1922, un Anglais va faire une découverte majeure, le tombeau du pharaon Toutankhamon. Une découverte qui fascine les experts même un siècle plus tard, mais ce qui a attisé vraiment la curiosité n'est pas seulement la découverte en elle-même, c'est plutôt ce qui en a découlé. Car en effet, beaucoup de légendes et d'histoires ont raconté que cette trouvaille, cette découverte vraiment majeure, vraiment du domaine de l'archéologie égyptienne, aurait engendré une véritable malédiction. 27 personnes qui auraient trouvé la mort de façon soudaine, vraiment très curieuse et sans explication, au moment des faits, je précise. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que c'est une simple coïncidence du coup du sort? Ou alors une véritable vengeance venue d'un être surnaturel qui a vu son repos éternel souillé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. 4 novembre 1922, en Égypte, et plus précisément dans la vallée des rois, où un archéologue anglais, un égyptologue vraiment théoricien, Howard Carter, va s'apprêter à défaire la plus grande découverte de sa carrière et rentrer dans l'histoire du domaine de l'archéologie égyptienne. Ce dernier en effet reste profondément convaincu que la tombe du pharaon se trouve sous ses pieds. Cependant, ses confrères ne sont pas du même avis. Pour eux, la tombe a sûrement déjà été dépouillée par des pillards, ou alors elle se trouve tout simplement pas là, parce que la vallée des rois n'aurait plus aucun secret, tout aurait déjà été découvert. Ce pessimisme ne va pas nuire du tout à l'ambition de Carter. Au contraire, il va redoubler d'efforts, il va relire ses notes, refaire des calculs, et va avoir une intuition. Pour lui, il reste persuadé, la tombe se trouve bel et bien dans la vallée des rois, mais peut-être dans une zone qui n'a pas été suffisamment explorée. Il va donc se rendre sur les lieux et va commencer à creuser. Les jours avancent, les pierres s'enlèvent, le sable disparaît, et soudain, une ouverture, vraiment une entrée, qui mène à des escaliers. Pour Howard Carter, c'est la révélation. Il s'apprête à descendre les marches pour le conduire directement à son lieu, au lieu où il désire vraiment se rendre, c'est-à-dire le tombeau du pharaon, un lieu qui reflète de nombreux trésors. Les portes et les couloirs s'enchaînent jusqu'à ce que Howard Carter rentre dans la fameuse salle, la salle où repose le sarcophage contenant la momie de Toutankhamon. Cette découverte ne va pas rester secrète très longtemps, car les médias, la presse en tout cas, va s'accaparer le sujet. Ça va être un véritable buzz médiatique, à l'époque, et cela va dépasser toutes les frontières. Tous les pays vont mettre ça à la une de leur gazette. Le pharaon Toutankhamon a été découvert. Et tout va y être révélé. Les bijoux, les offrandes, les vases, les inscriptions, les stèles, les gravures, tous les hiéroglyphes, et principalement aussi le fameux sarcophage avec la momie et bien entendu le fameux masque en or posé sur le visage du pharaon Toutankhamon. Mais malheureusement, ce qui était aux yeux de Howard Carter comme une véritable avancée dans le domaine de l'archéologie sera aux yeux des Égyptiens comme une véritable preuve de profanation. Violer une sépulture, pour les Égyptiens, c'est quelque chose de profondément immoral. Pour eux, c'est ancré dans leur culture, et forcément, les Égyptiens sont très à cheval justement sur cette culture, sur ces règles de respect vis-à-vis des morts. Et pour le peuple égyptien, outrepasser cette règle
serait synonyme de vengeance venue de l'au-delà. Et là, cette fouille est particulièrement mal vue car, dans la légende, dans la mythologie égyptienne, Toutankhamon est considéré comme l'équivalence du dieu par excellence. C'est vraiment la figure de la plus grande autorité en termes justement de sacré. Donc ça ne passe pas du tout. Et Carter était bien au courant de ces histoires et justement des rumeurs et aussi du folklore égyptien. Mais il va faire comme si de rien n'était. Grossière erreur, car après cette découverte, les événements curieux et mystérieux vont s'enchaîner. Et souvent avec la mort comme seul échappatoire. Tout commence quand les ouvriers égyptiens qui sont engagés par Howard Carter décident de le mettre en garde car ils auraient été témoins d'un signe venu du pharaon lui-même pour mettre en garde justement de le laisser tranquille. Forcément, cela ne sera pas pris au sérieux. Ce fameux signe s'est déroulé quelques jours avant la fameuse découverte. Et il touche uniquement, c'est la mascotte justement de l'expédition, un canari. Un jour, justement pendant qu'ils étaient en train de creuser et justement de permettre d'accéder à l'entrée du tombeau, un cobra royal va s'infiltrer justement dans le camp, rentrer dans la cage et dévorer le pauvre canari. Vous allez me dire, un serpent dans le désert, c'est un peu logique. Cependant, il y a deux faits curieux. Le premier, c'est que le cobra royal, donc cette espèce de serpent, dans cette zone justement de la vallée des rois ainsi qu'à cette époque de l'année, les chances de croiser un serpent de ce type est quasiment nulle. Et dans les écrits, donc dans les histoires, le cobra royal serait l'animal qui serait le gardien, le protecteur, on va dire, du pharaon Toutankhamon. Mais pour Carter et son équipe, c'est simplement une simple coïncidence, une triste affaire. Et ils vont quand même poursuivre leur quête. Ils vont s'aventurer dans les souterrains menant justement au tombeau et vont être confrontés à de nombreuses inscriptions au caractère très peu accueillant. Sur une statue à l'entrée de la nécropole, on sait lire justement une inscription. « Je suis celui qui refoule les voleurs de la tombe grâce aux flammes du désert. Je suis le protecteur du pharaon Toutankhamon. » Comment vous dire qu'on est sur un message de bienvenue quelque peu cocasse. Et plus loin, une stèle au message funeste qui stipule que quiconque s'aventurant sur le lieu où repose le pharaon se verra condamné à subir les tourments de sa vengeance. On enchaîne les red flags là. Et le plus drôle, c'est que cette tablette va finir par disparaître. Personne ne la retrouvera. Bon, quand bien même que Carter ne soit pas superstitieux, il décide de garder pour lui justement la signification exacte de ses écrits, enfin des inscriptions présentes dans le tombeau, sur les murs ou sur les gravures, pour justement se dire, oui non, je vais peut-être pas le dire au peuple égyptien, enfin ou à mes employés égyptiens, sinon ils vont se carapater et je vais devoir remonter tout seul les vestiges. Sympa le patron. Mais Carter ne serait pas le premier à s'être aventuré justement dans cette tombe. En effet, quand ils vont commencer leur chemin pour se diriger vers la salle, ils vont constater qu'une première porte a des scellés brisés. Ce qui sous-entend que des pilleurs ont probablement déjà pénétré le tombeau et tenté de rentrer. Cependant, lorsqu'ils atteignent la deuxième, les scellés, eux, sont intacts. La conclusion, c'est qu'à mon avis, les pilleurs ont pris vent justement des inscriptions et eux ont décidé de se carapater. Ils ont quand même été, je peux vous dire qu'ils ont été malins comme ce coup-là, les pillards. Et à partir du 26 novembre 1922, la malédiction va se mettre en route. La première victime sera Lord Carnarvon, un ami très proche, qui était vraiment limite le second, justement, le collègue vraiment à la même échelle que justement Carter. Lui, c'est un peu particulier parce que ça va être le premier à pénétrer vraiment dans le tombeau. Mais il va surtout avoir une attitude complètement infâme. Aucun respect, justement,
pour les vestiges, il va les prendre vraiment comme du matériel, comme si c'était de l'argent. En mode, oh ça j'aime bien, je vais prendre, ça je vais bien, je vais prendre. Les ouvriers qui étaient là, les employés égyptiens qui étaient présents, vont être vraiment horrifiés par cette scène, justement de cet homme qui n'a aucun respect pour les morts. Vraiment pour lui, c'est que le business, hein, en mode, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, moi je vous ai payé, vous me laissez prendre ce que je veux et je vous emmerde. Je peux vous dire que cette attitude, ça va lui coûter très cher. Hein. 49 jours après la découverte de la tombe, Lord Carnarvon va mourir d'une étrange façon le 5 avril 1923, alors qu'il était tout simplement tranquillement dans sa chambre d'hôtel. Il va commencer à développer une fièvre vraiment fulgurante, clairement. On est sur des sueurs, des tremblements, des spasmes, même des crises de délire, où, durant ces crises, il va se mettre à crier le nom de Toutankhamon. Bon, je vous rassure, ces symptômes ont une explication totalement rationnelle. Avant de rentrer dans la tombe, ou peut-être je crois que c'est au moment justement où il creusait, Lord Carnarvon va se faire piquer par un moustique. Plus tard, un piqueur par un moustique, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais il va également arriver à se raser, forcément, les hommes ont peut-être envie de se raser. Mais il va se couper au même endroit de la piqûre. Donc forcément, une surinfection qui va provoquer une septicémie mortelle. Il finira par contracter une pneumonie fatale lors de son retour, lors de son chemin dans l'ambulance qui devait le conduire justement à l'aéroport pour retourner justement chez lui. Il n'arrivera pas à destination, hein, je vous le dis clairement, il mourra très très vite. Mais ce qui est perturbant, c'est qu'au même moment de ces faits, la ville du Caire va être touchée par une panne de courant générale. Personne n'a d'explication. Plus troublant encore, à 5000 km de là-bas, du Caire, dans le château justement de Lord Carnarvon, idem, panne de courant dans tout le château. Et le chien de Carnarvon va se mettre à mourir en hurlant. Mais le fait qui sera le plus troublant, c'est que lorsqu'on analyse justement la dépouille justement du pharaon, on constate une cicatrice. Une cicatrice située au même endroit de la fameuse piqûre de moustique qu'a subi Lord Carnarvon ainsi que sa coupure. Mai 1923, le professeur Lafleur, ami proche justement de Carter, va mourir de façon soudaine, présentant des symptômes de détresse respiratoire. 16 mai 1923, George J. Gould, ami très proche de Carter, va contracter une fièvre mortelle le jour même de sa visite dans la tombe. 26 septembre 1923, là, donc 6 mois plus tard après la mort de Lord Carnarvon, c'est dur à dire, c'est son demi-frère qui va être touché. Il va devenir subitement aveugle et mourir pareil de fièvre et de détresse respiratoire. Quand vient le tour de Hugh Evelyn White, donc l'homme qui était censé donc déterrer vraiment, faire sortir le sarcophage, lui va être retrouvé pendu avec un message troublant à ses côtés, justifiant son acte par la peur de se faire faucher par cette malédiction. Oui, il a vu quand même des collègues à lui, bizarrement, enchaînés et mourir. Donc il avait peur que ça lui arrive à son tour. Bon, je vous rassure, on a découvert plus tard qu'il avait des problèmes justement psychologiques et avait des tendances justement aux dépressions nerveuses. À mon avis, ça n'a pas aidé, la psychose et tout, ça, à mon avis, c'est ça vraiment qui a justifié à mon avis son acte. Puis, 1924, là on est sur Archibald Douglas Reed, l'homme justement qui avait été sollicité par le gouvernement pour radiographier la momie. C'est dur à dire, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Bon, lui pareil, va mourir d'un malaise. 1926, là c'est la mort de l'infirmière de Lord Carnarvon et de George Aaron Benedict. Tous deux vont mourir également dans des conditions soudaines, avec des symptômes, mais qui, combinés, ne permettent pas de trouver la maladie exacte. Quand vient le tour d'Arthur Mace, qui était également aux côtés de Carver lors de l'ouverture du tombeau, lui va mourir justement, il va tomber dans le coma en 1928. Cependant, il ne va jamais se réveiller. Au total, on est sur 27 victimes, quand on compte vraiment tout le monde. Sommes-nous vraiment face à une véritable malédiction? Pas si sûr que ça.
En effet, des scientifiques ont pris ce cas justement comme un challenge. Ils vont tenter de déterminer vraiment les causes justement de ces morts vraiment inexpliquées. Et plusieurs théories vont voir le jour. Arsenic dans les bandages, on a également bactéries dans la tombe, ou alors même aussi un poison comprimé, justement dans la salle. Il y avait des pièges, ça existait déjà à l'époque, donc on ne serait pas étonné. Mais la thèse majoritairement soutenue par tous les experts serait la présence d'un champignon. Un champignon qui après aurait proliféré une bactérie, qui aurait engendré les symptômes, justement les symptômes respiratoires, et justement tout, vraiment les fièvres, vraiment une véritable grippe vraiment fatale. Pourquoi ce champignon est mis en avant? Parce qu'il y avait la présence d'offrandes alimentaires. Vous vous doutez bien qu'après les années, ces aliments ont dû pourrir, moisir. Et forcément, le champignon, à mon avis, s'est formé. Et qu'à mon avis, si beaucoup de personnes ont trouvé la mort, c'est qu'ils ont dû, à mon avis, inhaler justement cette bactérie, garder en eux justement ce microbe, que ce soit du point de vue, on va dire, directement du contact avec la momie. Donc forcément, la momie était contagieuse, logique, un contact rapproché. Ou alors tout simplement rien qu'à l'entrée vraiment et une contamination avec des vapeurs toxiques dues forcément à ce fameux champignon. Cela pourrait expliquer justement les morts de ceux qui ont contracté ces symptômes. Cependant, il y a un petit souci quand même qui peut être curieux. C'est que Howard Carter, donc le principal intéressé, lui, ne va pas contracter ces symptômes. Pourtant, c'est celui qui a été le plus souvent justement dans la tombe. Lui, pas du tout. À mon avis, on peut se douter qu'il avait peut-être, à mon avis, dans son organisme, des anticorps assez puissants, ou peut-être que ça lui a permis justement de pouvoir passer entre les failles justement de cette maladie. Alors, il était peut-être, à mon avis, il était porteur, mais bénin. Il n'avait peut-être pas de symptômes, rien du tout. Il s'en est peut-être même pas rendu compte. Ça aussi, c'est fort possible aussi. Il va d'ailleurs mourir le 2 mars 1939 d'un cancer du système lymphatique. Donc là, on est vraiment très loin des autres victimes. Le temps va passer et la malédiction finira par tomber dans l'oubli et deviendra vraiment une légende urbaine vraiment proche du folklore. Cependant, cela va être remis au goût du jour quand deux événements très particuliers vont se produire. 1967, la France désire organiser une exposition traçant vraiment l'histoire de Toutankhamon, avec une mise vraiment au public de tous ses biens, tout le contenu vraiment de la salle justement de son tombeau. Malheureusement, après la demande justement que les objets entreposés en Égypte soient exportés en France, la mort va encore frapper. La victime sera Mohamed Merhi, directeur justement du secteur antiquité égyptienne du musée du Caire. Lui va valider justement ce transfert. Il va se faire renverser par une voiture et mourir d'une hémorragie cérébrale. Le plus troublant sera sur les radios. Justement, la radio exposant le crâne de justement Mohamed Merhi va présenter une fracture. Oui, forcément avec l'accident. Cependant, quand on va les mettre, on va comparer, après avoir remarqué un détail un petit peu curieux sur les radios justement du pharaon Toutankhamon, on va remarquer une similitude troublante. La même fracture au même endroit. Et ce n'est pas fini, car en 1972, même scénario, sauf que la France est remplacée par l'Angleterre. Et c'est le successeur de Merhi, Gamal Merez, qui lui aussi va mourir d'une hémorragie cérébrale. Tout juste après avoir validé le transfert justement des antiquités présentes dans le tombeau de Toutankhamon de l'Égypte vers Londres. Aujourd'hui, avec la pression des ministères justement égyptiens, la dépouille ainsi que tous les contenus présents justement dans le tombeau ne seront jamais autorisés à quitter le musée du Caire. En aucun cas, il y aura la moindre exportation. Tout restera scellé dans le musée. Alors, pour vous, malédiction venue de la colère des morts, ou alors tout simplement multitude de coïncidences avec une petite touche de biologie? Je vous laisse faire votre avis. Voilà qui conclut cette archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à partager.
Et on se dit rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut!